Bonjour à tous, bienvenue donc dans notre webinaire sur la zone basse émission à Bruxelles. Donc juste peut-être quelques petites consignes avant de commencer les différentes thématiques que nous allons aborder aujourd'hui. Pour rappel, donc il y a un chat qui est prévu dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser pendant le déroulement des différents exposés et nous y répondrons après le dernier exposé, donc après le retour d'expérience de Reddy Béton. Pour rappel et pour les néerlandophones, il y a une traduction instantanée en néerlandais. Et après donc avoir répondu aux différentes questions, donc après le retour d'expérience de Reddy Béton, je proposerai une petite présentation du service mobilité de MBIL Brussels pour clôturer ce webinaire. Donc, toutes les présentations et le replay du webinaire seront disponibles via un lien qu'on vous enverra dans un mail avec différentes informations aussi, et notamment le lien vers une enquête de satisfaction sur ce webinaire. Maintenant, je vais laisser la parole à Alice Gérard qui va introduire ce que c'est la LES à Bruxelles avec ses différents objectifs et qui va également, en deuxième partie de son exposé, explorer les différents accompagnements qui sont disponibles pour vous soutenir dans votre transition. Voilà. À toi, Alix. Bonjour à tous, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on m'entend et on voit le PowerPoint? Oui, tout fonctionne bien. Ouais. Donc bonjour à tous, je m'appelle Alice Gérard, je travaille pour Bruxelles Environnement au sein du département mobilité durable. Pour information, je suis aussi accompagnée de ma collègue Né Sergent qui qui est aussi en appui pour répondre à vos questions dans les chats au besoin. Voilà, ma présentation les slides sont en néerlandais, je parlerai français et les questions peuvent être dans les deux langues. Né pourra y répondre dans les deux langues. D'abord, c'est important de rappeler l'objectif, la raison pour laquelle on a mis en place une zone de basse émission en région bruxelloise. Eh bien, l'objectif premier, c'est d'améliorer la qualité de l'air. Améliorer la qualité de l'air pour avoir une meilleure santé et respirer un air plus sain. Donc, l'OMS a déclaré le diesel comme cancérogène. On a des décès prématurés liés à la pollution atmosphérique en Belgique qui sont assez importants. La pollution de l'air entraîne de nombreux problèmes de santé. Vous voyez sur le schéma à droite avec les différentes maladies qui peuvent surgir en raison d'une mauvaise qualité de l'air. Et la mauvaise qualité de l'air touche principalement les plus jeunes et les personnes âgées et les personnes qui souffrent déjà de problèmes respiratoires et cardiovasculaires. Ça entraîne aussi évidemment des coûts très importants en termes de soins de santé et d'absentéisme. Et en fait, le transport en région bruxelloise est responsable d'émissions de polluants atmosphériques assez importants. Donc, on a 47% pour les émissions de NOx, 23% pour les émissions de particules fines et 36% pour le black carbone. Du coup, cette zone de basse émission, eh bien, on vise les véhicules les plus polluants et on interdit progressivement ces véhicules les plus polluants à la circulation. La zone de basse émission, elle a été mise en place en 2018, décidée en 2016, mise en place en 2018. Et donc, aujourd'hui, en juin 2024, sont concernés les voitures, les minibus, les bus et autocars et les camionnettes. Aujourd'hui, ces véhicules doivent répondre au minimum à la norme Euro 5 pour ceux qui roulent au diesel et au minimum à la norme Euro 2 pour ceux qui roulent à l'essence et au CNG ou au LPG. C'est l'ensemble du territoire de la région bruxelloise qui est concerné, donc le territoire des 19 communes, à l'exception du Ring. Et alors, on a 5 parkings de transit qui sont accessibles à la frontière. Et donc, les voiries pour accéder à ces parkings dérogent aussi et permettent donc aux véhicules qui ne répondent plus aux critères d'accès de pouvoir y stationner et à partir desquels on peut prendre les transports en commun, d'autant que le parking est gratuit si c'est combiné avec les transports en commun. La proximité de certains de ces parkings P+R fait aussi que plusieurs grands hôpitaux sont en fait accessibles, comme l'UZVUB, l'Erasme et Saint-Luc.
On a comme mesure pour les véhicules qui viennent occasionnellement en région bruxelloise la possibilité d'acheter un pass journalier. L'achat peut se faire dans les 5 jours après avoir circulé dans la Lèze et coûte 35 € par jour. Et alors, on a des dérogations et des mesures de soutien que j'aborderai un peu plus loin. La zone de basse émission, on la contrôle grâce à un réseau de caméras qui flashent les plaques d'immatriculation, donc des caméras NPR. C'est un réseau d'environ plus de 300 caméras réparties sur l'ensemble du territoire de la région. Et on est en train de mettre aussi en place un contrôle mobile pour pouvoir aussi contrôler en voirie les véhicules. Alors l'amende pour non-respect des critères d'accès de la zone de basse émission, elle s'élève à 350 €, mais il faut savoir qu'une amende ne peut avoir lieu que entre une période de 3 mois. Donc une fois qu'on a circulé une première fois en infraction, on recevra une deuxième amende si on revient 3 mois après la première infraction. À noter que donc le prochain jalon, la prochaine étape, c'est le 1er janvier 2025. Et à partir de janvier 2025, on introduit une petite modification, à savoir que lors de la première infraction, la première fois qu'on vient avec un véhicule qui ne répond pas aux critères d'accès, on recevra un avertissement. Ce qui veut dire que sur cette première année, c'est un maximum de 3 amendes qui est possible. Donc, comme je le disais, au 1er janvier 2025, on a une nouvelle phase, une nouvelle étape de la Lèze. Et donc, vont toujours être concernées les voitures, les camionnettes, minibus, bus et autocars, mais on rajoute des nouvelles catégories de véhicules, les 2 roues motorisées et les poids lourds. Donc ça, c'est nouveau pour les 2 roues et les poids lourds. Et pour ces véhicules, il faudra répondre, donc à l'exception des 2 roues que je n'ai pas mentionnées ici, car je ne pense pas que ce soit les véhicules les plus ciblés dans vos flottes, mais donc pour le 1er janvier 2025, tous les véhicules, à l'exception des 2 roues, devront être minimum Euro 6 diesel et minimum Euro 3 pour les essences et LPG, CNG. On a toujours le pass journalier, comme je l'ai présenté juste précédemment, mais on a des tarifs différents pour les 2 roues motorisées où ce sera 20 € et 50 € pour les poids lourds. Toujours 24 jours par an disponibles. On a bien sûr quelques dérogations pour certains types de véhicules, comme les grues mobiles, les véhicules de transport exceptionnels, les véhicules pour le transport collectif de personnes qui ont les véhicules pour le transport collectif de personnes handicapées, avec éventuellement le transport de marchandises. On pense ici à des véhicules plutôt dans les entreprises de travail adapté. Et pour autant que ce véhicule n'ait pas encore 11 ans, il pourra avoir une dérogation. Et enfin, on a aussi tout ce qui est véhicule pour l'entretien d'infrastructures et d'installations d'utilité générale. On a aussi plusieurs types de véhicules qui ne sont pas du tout concernés par la Lèze, à savoir les tracteurs, les remorques, les engins interchangeables tractés ou encore des engins de chantier ne sont pas des véhicules qui rentrent dans le champ d'application de la zone de basse émission et donc ne sont pas concernés. Donc je pense que c'était important de mettre en avant un peu les dérogations possibles et donc principalement pour les véhicules pour l'entretien d'infrastructures et d'installations d'utilité générale. Ici, vous voyez plusieurs exemples de types de véhicules pour lesquels une dérogation peut être demandée dans le cadre de la zone de basse émission. Donc ça va de la camionnette avec une benne basculante à un véhicule trémie de selle, une grue mobile, un camion porte-conteneurs. Donc ici, il y a déjà plusieurs exemples. Par contre, ne rentre pas dans cette dérogation voilà, une simple camionnette ou une camionnette qui tracte une remorque. Voilà, une dépanneuse ne rentre pas dans la définition de cette dérogation. Et après 2025, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que c'est important de mettre en avant le fait qu'on a un calendrier distinct en fonction des types de camionnettes. Donc, il faut savoir que pour les plus petites camionnettes, dites N1 classe 1, j'expliquerai après les différentes classes, mais donc les N1 classe 1,
Nous avons une interdiction du diesel en 2030 et essence CNG, LPG 2035. Par contre, pour des camionnettes plus grosses, donc dites N1, classe 2, classe 3, celles-ci peuvent rouler jusqu'au 2035, jusqu'au 31 décembre 2034, qu'elles soient diesel ou essence LPG CNG. Concernant les poids lourds, eh bien là, il faut noter qu'il n'y a pas de sortie de thermique qui a été décidée. Donc, il y a bien un calendrier avec des normes euro à respecter, des échéances. Mais aujourd'hui, on estime que les alternatives ne sont pas encore suffisamment disponibles que pour fixer cette date. Et donc, pour le moment, jusque 2036, les véhicules roulant au diesel ou CNG peuvent encore circuler. Du coup, pour vous aider quand même à bien définir, c'est important de voir au sein de votre flotte les véhicules qui seront concernés, entre autres pour les camionnettes, et de bien distinguer les classes 1, 2 et 3, vu que, comme je viens de le dire, l'agenda n'est pas le même. Et donc, pour définir cette classe, ça dépend de la masse de référence. Donc là, j'ai indiqué les différentes masses de référence en fonction de la classe 1, classe 2, classe 3. Et cette masse de référence, en fait, il faut aller chercher sur votre carte grise la masse du véhicule en ordre de marche. Donc, c'est le champ G sur la carte grise. Diminuer du poids du conducteur, donc de 75 kg, et augmenter de 100 kg. Donc, c'est en fait la masse en ordre de marche plus 25 kg. Ça n'est pas du tout la masse, la masse maximale autorisée qui est mentionnée aussi sur la carte grise. Donc, c'est important de bien regarder les bonnes données pour pouvoir bien identifier jusqu'à quand le véhicule peut circuler. Petite précision aussi, pour vous aider, si vous allez sur le site lez.brussels, en encodant les données de votre véhicule, plaque d'immatriculation, date de première immatriculation, vous avez aussi l'information pour savoir jusque quand le véhicule peut circuler. Alors, est-ce que cette zone de basse émission, elle fonctionne? Est-ce qu'on a des résultats positifs, encourageants? Est-ce que ça vaut la peine de mettre en place cette zone de basse émission pour améliorer la qualité de l'air? Donc, je voulais vous présenter quelques résultats de temps qu'on... Voilà, on a la LES depuis 2018. Et donc, on observe que les critères d'accès sont quand même très bien respectés au sein de la région. On est à un taux de respect de plus de 99%. Donc ici, on voit sur le graphique l'interdiction progressive des véhicules. Donc en 2019, on a interdit les diesels Euro 2. Donc c'est les véhicules qui étaient en gris. Et puis en 2020, on a eu une nouvelle étape, les diesels Euro 3. Donc ces véhicules-là sont aujourd'hui quasiment absents de la circulation sur le territoire de la région bruxelloise. Le dernier jalon date de 2022, donc on a interdit les diesels Euro 4. Et donc ici aussi, on voit que la part de ces véhicules est devenue minime dans le parc en circulation. Donc ici, ce sont les voitures et les camionnettes qui sont reprises sur base de données qu'on a des caméras ANPR sur le territoire. Et alors, on observe un shift très important, en tout cas pour les voitures, en termes de motorisation, avec une chute de véhicules à motorisation diesel, donc, où au lancement de la LES, on était à plus de 60% du parc composé de diesel, et aujourd'hui, on est à plus ou moins 30% de ce parc, et ça a été contrebalancé avec la percée des essences. On voit quand même aussi une pointe pour les véhicules électriques, alors que pour les N1, donc ça c'est le graphique en bas à droite, et bien là, oui, on observe, ça reste des véhicules fortement diesel, avec plus de difficultés encore pour passer à l'électrification. Et donc, ces véhicules sont légères baisses au niveau du diesel, mais encore fort importants dans le parc en circulation en région bruxelloise. Et cette modification du parc permet d'observer une diminution des émissions de polluants atmosphériques. Ici, j'ai repris pour le NOx et le black carbone, qui sont des polluants très nocifs pour notre santé.
Et donc, au niveau du NOx, on voit une diminution des émissions de 31%, donc entre 2018 et 2022, et du black carbone de 62%. Donc, en termes les émissions, le fait d'avoir modifié ce parc montre que on arrive à diminuer fortement les émissions de polluants atmosphériques de ces véhicules qui circulent en région bruxelloise. Et une fois qu'on regarde les émissions, on va traduire ça en concentration. Donc ça, c'est vraiment la qualité de l'air qu'on respire. Et donc, on a nos collègues du Laboair qui ont fait une modélisation. Donc ici, on est la modélisation uniquement qui porte sur la modification du parc depuis 2018. On ne prend pas en compte la modification de la mobilité. C'est uniquement le parc. La météo n'est pas prise en compte non plus. Et dans cette modélisation, on observe jusqu'à moins 30% de diminution de concentration de NO2 sur les endroits où le trafic est le plus élevé. Donc, on a vraiment des résultats très encourageants en termes d'amélioration de la qualité de l'air. Juste quand même pour continuer, donc, ces résultats sont évidemment très encourageants. Maintenant, ça va faire la 3e ou la 4e année consécutive où on respecte enfin la norme, la directive qualité de l'air de la région bruxelloise. Nous ne pourrons pas respecter la prochaine directive qui devrait être adoptée d'ici la fin de l'année au niveau européen, et on respecte encore moins les normes OMS, normes qui sont définies pour protéger notre santé. Donc en fait, les résultats sont encourageants, mais les efforts sont encore à faire pour améliorer la qualité de l'air en région bruxelloise. Alors j'imagine ici que ça va être une partie qui vous intéresse fortement, mais donc c'est vrai, on a ces règles, on a ces restrictions, mais on a aussi mis en place pas mal de mesures et d'actions pour vous accompagner et vous aider. Et donc, je vais vous en présenter ici plusieurs. On a entre autres lancé le Green Deal de la logistique urbaine. C'est un Green Deal qui rejoint environ 65 entreprises publiques et privées qui travaillent dans la logistique, mais de manière très, très large. On a d'ailleurs des entreprises du secteur de la construction. On a d'ailleurs Ready Béton qui fait partie de la communauté, qui présentera tout à l'heure aussi son projet. Et donc, ce Green Deal, ça permet de construire une communauté d'acteurs avec lesquels on peut valoriser des actions, promouvoir des histoires qui fonctionnent. C'est soutenir aussi ces entreprises dans leurs projets. C'est donner de l'inspiration et échanger des bonnes pratiques et des connaissances. Et donc, en fait, ces 65 entreprises ont toutes pris des où elles vont réaliser plusieurs actions sur une période de 2 ans dans différentes catégories. Donc, soit en awareness, c'est-à-dire qu'elles vont décider de conscientiser davantage sur l'impact de leur service de logistique sur l'environnement. C'est aussi avoidance, donc ça veut dire diminuer les kilomètres parcourus par leur mode de transport poids lourd, par exemple. C'est aussi proposer de faire du transfert modal, donc de passer à du transport rail, ou bien utiliser le canal ou le vélo cargo. Et c'est aussi voilà, passer aux zéro émission et à des véhicules électriques. Et donc, ce Green Deal, voilà, vous avez ici la composition de tous ces acteurs qui se sont engagés pour une logistique urbaine plus durable. Et nous allons relancer un nouveau cycle en avril 2025. Donc, s'il y a des intéressés, voilà, vous pouvez déjà un peu réfléchir à des idées d'engagement ou déjà vous renseigner auprès du Green Deal Stat Logistique pour vous impliquer et ainsi faire partie de ce réseau et de cette communauté et de ces échanges d'expériences, de connaissances autour de la logistique. En complément à cette communauté du Green Deal logistique, on a un facilitateur qui va être mis sur pied ici durant ce mois. Voilà, il aura le rôle d'animer ce Green Deal de la logistique et de soutenir tous les acteurs pour réaliser leurs engagements. C'est aussi une porte d'entrée pour toutes les questions autour de la logistique. Donc, pas uniquement pour les acteurs du Green Deal, mais pour toute organisation qui se pose des questions en termes de logistique. Il pourra s'adresser à ce facilitateur qui pourra l'aider et le réorienter vers d'autres services aux besoins au sein de la région. Il est là aussi en soutien pour les entreprises qui voudraient participer à l'appel à projet bicirculaire de la région.
Et aussi, voilà, il animera et il fera le partage des connaissances entre les entreprises, donc organiser des tables rondes, des webinaires, des séances d'information autour de tout ça. Donc, ce service va être lancé durant ce mois. En parallèle, on a aussi un autre facilitateur qui s'appelle le facilitateur Mobility and Fleet, qui est là pour les entreprises de la région bruxelloise et qui va les accompagner sur toutes les questions de mobilité au sein de son entreprise, mais aussi de fleet management et de gestion de sa flotte, et de travailler pour l'aider à identifier, par exemple, les véhicules qui peuvent être électrifiés en premier lieu, ou analyser quel type de véhicules peuvent être utilisés au sein de la flotte. C'est vraiment un accompagnement sur mesure lié au profil de l'entreprise et à ses réalités. Il y a un service de helpdesk auprès duquel on peut juste poser sa question par mail. Donc j'ai mis l'adresse mail et aussi par téléphone en fait. Et voilà, le facilitateur organise aussi des webinaires, des e-news et de l'information, du contenu que nous diffusons. Alors bien sûr, on travaille aussi pour soutenir l'électrification au déploiement du réseau de recharge. On a mis sur pied un site internet qui s'appelle electrify.brussels, sur lequel se retrouve toute l'information sur la recharge en région bruxelloise. On déploie en fait chaque année un réseau de recharge en voirie. Donc il y a un plan de déploiement annuel qui est établi. Et on a aussi des mesures de soutien pour du déploiement de bornes en dehors de la région bruxelloise. Donc on a eu ici, en dehors de la voirie, pardon, on a eu 2 appels à projets pour soutenir différents acteurs pour pouvoir installer de la recharge, entre autres de la recharge rapide. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se fait. En parallèle, on a un autre service de facilitateur sur la recharge qui peut vous accompagner gratuitement pour répondre à toutes vos questions pour pouvoir installer des bornes dans votre dépôt, votre entreprise. C'est également pour les particuliers, mais c'est aussi pour les entreprises, donc pour installer de l'infrastructure de recharge. Alors, il y a tout ce qui est aide financière de la région, mais ça, Marie de Bruxelles Économie et Emploi vous les présentera. Et enfin, il y a plusieurs aides fiscales aussi au niveau de l'installation de recharge qui existe aussi. Toute l'information sur l'électrification est vraiment disponible sur le site Electrify. Et alors, on a aussi développé un outil qui s'appelle le Car Cost Calculator, où vous pouvez aller faire une simulation. Voilà, si vous avez besoin de remplacer un de vos véhicules et que vous vous posez des questions par rapport à acheter un électrique ou poursuivre en thermique, en diesel par exemple, vous pouvez faire une simulation en fonction et indiquer la période durant laquelle vous allez l'utiliser, le nombre de kilomètres que vous faites, etc. Et ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle un TCO, donc c'est-à-dire le coût total d'utilisation de ce véhicule sur toute sa vie. Donc ici, par exemple, j'ai pris 2 exemples. À gauche, c'est un véhicule diesel et à droite, un électrique. Le TCO est encore plus élevé par rapport à la simulation que j'ai faite, donc c'est pour une période de 12 ans, 15 000 km, mais pas si élevé que ça non plus, donc c'est 396 € par mois pour l'électrique et 333 € pour le diesel. Il y a moyen aussi d'intégrer dans le calcul le fait de pouvoir bénéficier de la prime LES de chez Bruxelles Économie Emploi. Donc voilà, c'est un outil qui vous permet aussi de pouvoir analyser les coûts d'utilisation de vos véhicules thermiques et électriques. Alors, j'ai été très rapide, parce qu'on m'avait demandé d'être rapide. Donc, j'espère que c'était clair. Et que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez aussi me recontacter plus tard. J'ai mis mon email dans la présentation, ainsi que celui de ma collègue. Merci beaucoup Alice pour les informations détaillées donc, sur le calendrier de la LES et les différents points d'attention aussi, et ainsi que bien sûr les accompagnements qui seraient utiles pour nous aider dans notre transition.
Maintenant, je vais laisser la parole à Marie de chez Bruxelles Économie Emploi, qui va faire un tour d'horizon sur les différentes possibilités de primes qui existent, en tout cas pour l'achat d'un utilitaire, d'un vélo cargo et même d'un engin de chantier. Voilà, Marie, je t'en prie. Moi, je suis Marie Derix de Bruxelles Économie Emploi et je suis responsable de la direction des aides aux entreprises, qui est la direction qui est en charge de la gestion et l'octroi des primes aux entreprises, plus particulièrement aux PME bruxelloises, et notamment pour vous soutenir dans le cadre d'investissements pour vous conformer à la Low Emission Zone. Donc, pourquoi est-ce que ça ne veut pas avancer ici? Voilà. Donc, d'abord, un petit mot, c'est que, en fait, les aides que je vais vous présenter s'inscrivent dans le cadre de la réforme des aides aux entreprises qui vient d'avoir lieu, puisqu'elle est entrée en vigueur fin mars de cette année, et elle est une des mesures phares de la stratégie de Shifting Economy, donc qui vise à la transition économique des entreprises bruxelloises afin de les amener vers des modèles économiques plus exemplaires, que ce soit au niveau environnemental ou social. Donc, cette réforme a un double objectif qui est à la fois la réorientation des aides vers des modèles économiques dits exemplaires, avec en 2024 un accent sur les majorations octroyées pour les entreprises qui sont reconnues comme exemplaires ou qui ont entamé une démarche de transition, et en 2030, une nouvelle échéance, puisque seules les aides les aides seront seules accessibles aux entreprises reconnues comme exemplaires. Et bien entendu, cette réforme vise à adapter les aides pour les rendre plus pertinentes et plus simples. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, très important à savoir quand vous introduisez, quand vous voulez solliciter une aide chez nous, c'est que nous, notre Bible, c'est la Banque Carrefour des entreprises. Donc, il faut absolument que vos données reprises à la Banque Carrefour des entreprises reflètent bien la réalité, c'est-à-dire que votre adresse de siège d'exploitation, donc d'unité d'établissement, soit bien correcte, que tout ce qui concerne les activités dans lesquelles vous êtes actif soit bien correct. C'est vraiment très important parce que c'est sur ces données-là qu'on va se baser pour notamment déterminer si vous êtes éligible dans le cadre des aides. Alors, au niveau des primes, pour ce qui concerne des primes plus orientées vers... donc, on a une trentaine de primes, mais on en a certaines qui sont plus orientées vers l'achat de véhicules, notamment des primes pour tout ce qui concerne la mobilité basse émission. Comme pour l'ensemble de nos primes, ces primes sont destinées aux PME bruxelloises. Ça comprend évidemment aussi les indépendants en personne physique, puisqu'ils sont également des entreprises. Pour pouvoir être éligibles, les investissements doivent être réalisés sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. Il faut qu'ils soient inscrits en immobilisation dans votre bilan ou au tableau des amortissements. Pardon. Il faut évidemment qu'ils soient nécessaires à votre activité professionnelle et que ce soit effectivement exploité par l'entreprise et pas mis en location à vos clients. Et ces primes sont exonérées d'impôts si vous êtes une personne morale, donc si vous êtes en société. Alors, quel type d'investissement peut-on soutenir dans le cadre de la Low Emission Zone? Eh bien, ça peut être l'acquisition d'un vélo cargo ou d'une remorque vélo, l'acquisition d'un véhicule utilitaire électrique, donc un véhicule de catégorie N1, le rétrofit d'un véhicule en utilitaire électrique. Donc, le rétrofit, pour ceux qui seraient moins au fait de la technique, c'est le fait de transformer un véhicule à motorisation thermique en véhicule full électrique. Et on peut également intervenir dans le cadre de l'acquisition et de l'installation d'une borne électrique, mais cette borne doit être acquise et installée alors de façon accessoirement à l'acquisition ou au remplacement d'un utilitaire électrique ou au rétrofit. Et donc, les véhicules que nous, on va considérer comme admissibles dans le cadre de cette aide, ce sont les véhicules, comme je le disais, de catégorie N1 ou de catégorie, c'est un peu plus chinois, L7ECU, donc c'est des catégories mobiles lourdes qui sont conçues pour le transport de marchandises. Alors, quelles sont nos interventions dans le cadre de ces aides? Pour ce qui concerne les vélos cargo et les remorques, on va intervenir entre 40 et 70%, un taux qui varie entre 40 et 70% du montant éligible de l'aide, avec un maximum d'intervention de 4 000 €
par vélo et de 2 000 € par remorque, mais on n'interviendra qu'au maximum pour 3 remorques et ou vélo. Donc, le total des deux est au total à hauteur de 12 000 € maximum par an par bénéficiaire. Et pour ce qui concerne les véhicules utilitaires électriques, le taux varie de 5 à 40%, avec un maximum de 16 000 € par acquisition de véhicules ou par transformation de véhicules. On peut aller jusqu'à l'intervention pour 3 véhicules et avec un total par an de 48 000 €. Alors, donc vous avez vu, il y avait différents taux d'intervention de 40 à 70% pour les véhicules, les vélos et les remorques. Ça dépend du caractère exemplaire, notamment du caractère exemplaire ou pas de votre entreprise. Et pour ce qui concerne les véhicules utilitaires, on peut passer de 5 à 40% si vous demandez une aide dans le cadre du remplacement ou de la transformation d'un véhicule que vous aviez déjà. Et comme vous le voyez à l'écran, il y a plusieurs conditions parce qu'il faut que cette demande intervienne au plus tard 36 mois avant que le véhicule soit interdit d'accéder à la lèse et au plus tard 24 mois après qu'il soit interdit effectivement. Et il y a également des conditions relatives à l'immatriculation du véhicule puisqu'il doit être immatriculé depuis déjà un certain temps au nom de votre entreprise pour pouvoir être remplacé, enfin pour pouvoir permettre de bénéficier de cette majoration. Alors, au niveau du rétrofit, évidemment, il faut que celui-ci soit réalisé par un professionnel. On ne peut pas s'improviser rétrofiteur dans son garage et qu'il soit évidemment homologué pour être autorisé à rouler sur le territoire de la région et partout en Belgique d'ailleurs. Il faut que votre véhicule, le véhicule que vous allez acquérir dans le cadre de l'aide, soit immatriculé sur le territoire de la région, sauf dans le cas d'un leasing, puisque là, on le sait bien, les entreprises de leasing sont souvent situées hors du territoire de la région. Et la demande doit être, que ce soit pour les vélos ou pour les véhicules, la demande doit être introduite dans les 6 mois de l'achat ou du rétrofit. Donc, postérieurement, vous devez déjà avoir la facture quand vous introduisez votre demande et vous avez 6 mois pour introduire votre demande. Alors, on peut intervenir aussi d'une autre façon dans l'acquisition de véhicules, mais de manière beaucoup plus restrictive parce que on interviendra alors, et là il y a pas les conditions de full électrique, etc., mais on n'interviendra que dans le cadre de remorques ou de véhicules ou engins spéciaux ou à usage spécial. Donc c'est soit les véhicules de catégorie S dans la réglementation, soit des véhicules qui sont spécialement aménagés en fonction de vos activités. Donc ça, c'est un autre type d'aide qui est dans le cadre des investissements plus généraux au niveau de matériel. C'est toujours une aide qui s'adresse aux PME bruxelloises. Donc, c'est toujours les mêmes conditions, que l'investissement doit être réalisé sur le territoire de la région, qu'il doit être inscrit en immobilisation, qu'il doit être, exploité effectivement par l'entreprise, etc. Par contre, tout ce qui est remplacement, dans ce cas-là, est exclu. Donc, c'est vraiment pour un accroissement de votre flotte. Alors là, les investissements sont un peu différents. Ici, on se trouve au niveau des investissements mobiliers. Il faut que votre investissement soit au minimum de 5 000 €. C'est le cas en général pour des véhicules, ce type de véhicules. Et vous voyez que ça varie en fonction de la taille de votre entreprise. Vous êtes une micro-entreprise, c'est-à-dire moins de 10 ETP, une petite entreprise, moins de 50 ETP, ou une moyenne entreprise, moins de 250 ETP. Et ça varie également en fonction de votre date d'inscription à la Banque Carrefour des entreprises. On peut aller jusqu'à 350 000 € d'intervention par an par bénéficiaire, mais évidemment, vous devez intervenir sur le pourcentage sur lequel nous, on n'intervient pas, donc ça fait des investissements assez conséquents. Et notre intervention est alors de minimum 1 000 €. Donc, comme je vous disais, là, il y a des taux d'intervention qui diffèrent de 2,5 à 30% en fonction de différents critères, qui sont des critères liés à la taille de votre entreprise, à sa localisation si vous êtes situé en zone de développement, donc c'est la zone qui est le long du canal, ou si l'entreprise est considérée comme exemplaire, ou si elle a moins de 4 ans d'existence. Alors, ces investissements ne peuvent intervenir que dans un certain contexte. Soit vous êtes dans la création d'un nouvel établissement, donc votre unité d'établissement a moins de 4 ans, soit vous êtes dans l'extension d'un établissement existant, soit vous diversifiez la production vers de nouveaux produits, ou vous entamez un changement fondamental dans le processus de production.
très important ici, c'est que vous devez d'abord, avant de commencer votre investissement, introduire une demande d'autorisation préalable qui doit être donc introduite avant la mise en œuvre du programme d'investissement, c'est-à-dire avant la mise en œuvre avant le premier engagement, avant la signature de l'offre d'achat de votre véhicule. Alors maintenant, vous posez certainement la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour introduire une demande. Eh bien, toutes les demandes chez nous sont gérées via une application qui s'appelle Mon BE ou MyBee. Vous trouverez toujours sur notre site en haut à droite de chaque page une petite pastille mauve vous permettant d'y accéder, mais de même aussi sur chaque page relative aux aides que vous désirez solliciter. Vous devez vous créer un compte sur cette application. C'est assez simple, il y a 3-4 étapes maximum, ou vous connectez à votre compte si vous en avez déjà un. Et là, l'ensemble des formulaires relatifs à toutes les primes que nous gérons sont disponibles. Vous le remplissez en ligne, vous le soumettez et il arrive directement chez nous. Alors, quand vous soumettez votre demande, vous allez recevoir un avis de réception automatique qui est donc émis par l'application, qui indique que votre demande a bien été envoyée. Si nécessaire, nous, on va vous envoyer une demande d'information complémentaire. Donc, comme je le disais, s'il s'agit d'un achat ou d'un remplacement d'un véhicule ou d'un utilitaire électrique ou d'un vélo cargo, vous devez introduire votre demande dans les 6 mois de l'acquisition. Et par contre, il y a bien cette autorisation préalable pour les autres types d'investissements. Dans certains cas, on peut également prendre ce qu'on appelle une décision de principe, notamment si vous avez des délais de livraison qui sont déjà annoncés comme dépassant les délais habituels de traitement des dossiers. Et donc là, on peut vous octroyer des délais supplémentaires pour introduire vos pièces justificatives et pour obtenir l'aide. Et donc voilà, je suis à votre disposition pour les questions. Et voici toutes les coordonnées le site, l'adresse email sur laquelle vous pouvez adresser vos questions, ainsi que le numéro de la direction que vous pouvez contacter en cas de besoin. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Marie, pour la découverte de toutes ces primes disponibles donc, pour les entreprises bruxelloises. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Joachim de Ready Béton pour son retour d'expérience avec son véhicule de chantier électrique. Voilà. Voilà. Donc, bonjour, je suis Joachim Commer, je suis directeur commercial chez Ready Béton. Et aujourd'hui, je vais partager nos expériences qu'on a avec la conduite du mixeur électrique. Mais d'abord, un petit mot sur Ready Béton. Donc, nous, on est producteur et fournisseur du béton prêt à l'emploi. On a 3 centrales à Rotselaar, à Bruxelles et à Anderlecht. Donc, en gros, on fournit le marché de Louvain et de Bruxelles. Notre production est à 175 000 cubes par an. On a un chiffre d'affaires de 24,4 millions d'euros et on a un full-time equivalent de 43,3 personnes. Donc, afin de travailler de manière durable et de donner un bon service à nos clients, on essaie de réduire nos chaînes logistiques le maximum possible. Donc, comme vous voyez, nos 2 centrales à Bruxelles se trouvent dans le ring de Bruxelles et au long du canal. Et ça nous permet d'importer nos matières primaires qui se trouvent pas plus loin du Benelux par bateau. On est aussi localisé dans le nord et dans le sud de Bruxelles, donc on arrive relativement simple, pas tous les jours, mais relativement simple à tous les chantiers de Bruxelles. Et comme ça, on aide à construire la Bruxelles de demain avec tous ces jolis projets des trams, du métro ou encore des pistes cyclables ou les logements bien isolés. Autre initiative durable qu'on fait, c'est on a maintenant un projet avec des panneaux solaires. On recycle toute l'eau qu'on utilise.
Notre flotte est déjà Euro 6, donc comme demandé. Et après, on fait certains engagements. Donc, on a le label CO2 neutre. On a CSC bronze. Donc, CSC, c'est un label durable, très connu dans le monde du béton. Donc, aujourd'hui, on a bronze, mais cette année, on va évoluer vers le certificat d'or. Et last but not least, on a déjà parlé de ça aujourd'hui, donc on fait partie du Green Deal Logistics Brussels. Et dans ce cadre, on a décidé de tester un mixeur électrique. Donc, je vous donne quelques infos techniques. Donc, le mixeur électrique, c'est une combinaison entre un tractionnaire de la marque MAN et une remorque de Stater. Ça a une batterie de 100 kW. Ça charge avec une borne normale en 6 heures. Le poids est 17 à 17 tonnes. Donc voilà, dans ce test, on essaye vraiment d'évaluer tous les aspects de l'utilisation de ce mixeur. Quelque chose pas sous-estimer, c'est voilà, est-ce que la conduite est sécure, est-ce que c'est safe et agréable. Et donc, je vous laisse la parole à notre chauffeur Rim. On a fait une petite vidéo que je vais essayer de vous montrer. J'espère que ça va fonctionner. Bonjour tout le monde, on se trouve actuellement dans le mixeur électrique et ici à côté nous avons le chauffeur Rim. Salut Rim. Bonjour Joachim, bonjour tout le monde. Bonjour Rim. Dans ce projet, l'opinion de notre chauffeur est bien sûr très importante. Est-ce que tu pourrais partager avec nous en quelques mots tes expériences avec la conduite de ce mixeur? Oui, bien sûr. Crédit Béton a donné l'opportunité de pouvoir rouler avec différents véhicules, notamment avec ce camion innovant 100% électrique de marque MAN. Étant nouvelle dans le métier, j'ai pu me faire un avis objectif sur ce camion. Il est doté de plusieurs systèmes de sécurité, le frein d'urgence, l'anti-collision, mais aussi de la caméra 360 degrés. Il est aussi doté d'une souplesse plus que satisfaisante. Sa robustesse est plus élevée que le même modèle en thermique. Il est également silencieux sur chantier comme en ville. Donc je pense que c'est l'idéal pour Bruxelles. Merci beaucoup Rémi. Donc, petite conclusion, le mixeur est bien pour l'environnement, ça on savait déjà, mais a aussi certains avantages dans la conduite. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu entendre cette vidéo. On a également publié sur notre page LinkedIn, donc n'hésite pas de nous visiter après la présentation. Donc, on est une société qui essaye de faire du profit. Donc, bien sûr, on a également évalué l'aspect financier. Et très important, c'est les coûts du carburant. Donc là, on a fait une comparaison entre les coûts électriques et les coûts de diesel. Donc, avec les tarifs qui sont là aujourd'hui, voilà, il y a une bonne nouvelle, donc c'est-à-dire le prix par cube de l'électricité est moins cher que le prix par cube pour le diesel. Si on arrive à conduire 5000 cubes, à transporter 5000 cubes par an, ce qui est, j'avoue, assez ambitieux, on peut réaliser une économie de 20 000 € par an. Malheureusement, ce n'est pas encore assez vu que le prix d'achat est à 300 000 € plus cher et que la durée de vie est que 10 ans. Donc, l'économie qu'on peut faire avec l'électricité n'est pas assez importante. Donc, dans les coûts de logistique, on a aussi les main-d'œuvre. Donc, un chauffeur à nous, il coûte un certain prix
par jour, et de plus de cubes qu'il arrive à transporter, le moins cher son coût par cube va être. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on arrive à transporter le même nombre de cubes par jour avec un mixeur électrique qu'on arrive à le faire avec un mixeur conventionnel? Donc là, on a encore des challenges. Donc d'abord, le mixeur, il pèse plus lourd. Donc, comme on a compris déjà dans la présentation aujourd'hui, il y a des restrictions sur combien un camion peut peser. Et donc, le mixeur pèse 4 tonnes plus lourd. Donc, ça veut dire si un chauffeur, il conduit le même nombre de courses avec un mixeur électrique ou un mixeur conventionnel dans un jour, il va livrer moins que plus ou moins 25% moins que du béton, et alors il va être plus cher par rapport à un mixeur conventionnel. Après, on a évalué aussi l'autonomie de batterie. Et donc, pour ça, on fait remplir nos chauffeurs un fichier. Donc, on a un exemple ici de notre chauffeur Gérald. Donc, Gérald, il a démarré sa journée à 8 heures avec une autonomie, un pourcentage de 97%. Et on voit que après la deuxième course, il n'est qu'à 31%. Donc, voilà, à ce moment, c'est trop risqué de faire une troisième course. Et donc, on doit mettre le mixeur à la borne. Mais vous voyez que c'est que 2h20, ce n'est pas encore le temps pour aller à la maison. Donc, notre pauvre Gérald, il ne peut plus travailler et les débutants ne peuvent plus gagner de l'argent. Donc, ce n'est pas idéal. Et on a vu ça en fait en général que ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, voilà des chantiers, donc on ne parle même pas encore des bouchons éventuellement énormes ou des problèmes sur chantier énormes, ce qui n'a pas été le cas ici. Mais aujourd'hui, la consommation de batterie est trop importante pour être rentable. Voilà, on est au début de l'histoire, donc on fait confiance qu'avec le futur, qu'il y aura des solutions. Une solution possible, c'est une batterie plus grande, mais comme je vous ai expliqué, si la batterie est plus grande, le mixeur il va être plus lourd, il va transporter moins de cubes. Après, maintenant, on a une borne classique comme on trouve partout à notre centrale. On pourrait éventuellement installer un chargeur rapide. Mais là, ça coûte quand même des dizaines de mille euros. Donc, voilà, ça tue un peu le business case à ce moment. Une troisième opportunité, surtout à Bruxelles, comme il y a beaucoup vraiment de grands chantiers qui durent parfois des années, c'est de charger sur chantier. Donc, on voit ici dans mon fichier que le mixeur, il passe quand même pas mal de temps sur chantier. Ici, il arrive à 8h30 et il part à 11h moins le quart. Donc, ce n'est pas que déposer une boîte en carton, c'est vraiment vider un mixeur, c'est vraiment une opération qui prend 1 heure et dans laquelle voilà, la batterie consomme. Donc, à chaque fois, dans cet exemple, mais on voit ça en général, ça consomme 10% de la batterie. Mais imaginons qu'on peut charger sur chantier, la consommation va être à 0, même ça va être un peu plus. Donc, après la deuxième course, on n'est pas à 31%, on va être peut-être à 50% ou à 60% et on se sent confortable de faire une troisième course et pourquoi pas une quatrième course pour vraiment être rentable. On essaie toujours d'avoir 4 courses par jour. Donc, pourquoi pas, ça peut être éventuellement une solution.
Voilà. Donc, je résume avec les conclusions. Donc, le mixeur électrique, l'expérience qu'on a, que c'est bien pour en ville, parce qu'elle est silencieuse et il n'y a pas des émissions de gaz toxiques qui nous rendent malades, comme expliqué déjà aujourd'hui. Et comme Rim a expliqué, il est agréable et safe en utilisation. Le prix d'achat, par contre, c'est trop cher et on doit améliorer l'autonomie de la batterie pour être rentable. Et encore un autre sujet, c'est que le mixeur est trop lourd. Voilà, on a affaire avec des restrictions, ce que je comprends, mais de l'autre côté, mon point de vue, c'est que de plus qu'on arrive à transporter en une fois, de moins de camions et de mixeurs, etc., qu'on a dans le trafic de Bruxelles. Donc, c'est quand même quelque chose à demander, que je demande au gouvernement de bien réfléchir, que voilà, ne pas travailler trop sur la lourdité des camions et des mixeurs, parce que de plus qu'on arrive à mettre dedans, de moins qu'on doit être là pour déranger le trafic et les gens qui habitent et qui fonctionnent à Bruxelles. Donc voilà, ça c'est ma présentation. J'espère que vous avez que ça a été utile pour vous. Merci beaucoup, Joachim, pour ton retour d'expérience sur l'appareil. Il y a eu deux petites questions qui ont été répondues, notamment sur la dérogation qui est possible et le nombre de celles-ci par an. Donc, pour rappel, c'est 24 dérogations disponibles par an par véhicule pour pouvoir rentrer dans la LES sans devoir payer une amende. Et une autre question concernant donc les aides disponibles qui sont réservées donc aux entreprises bruxelloises. Merci déjà d'y avoir répondu. Je vais maintenant faire un petit... S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les envoyer par mail. Et donc, nous, on relaiera et on vous enverra les réponses dans les plus brefs délais. Je vais en profiter maintenant pour conclure de présenter le service mobilité de MBIL Brussels, donc qui a été créé il y a un peu plus d'un an. Donc l'idée, c'est de vraiment, donc le service, c'est de vraiment améliorer vos déplacements en région de Bruxelles-Capitale, d'augmenter... Allô ? D'augmenter votre rentabilité et aussi de réduire donc votre impact sur les émissions. Donc, on a différents services qui sont disponibles. Donc, il y a notamment un helpdesk qui permet de vous assister de manière très réactive et répondre donc à toutes vos questions liées à la mobilité, la logistique et la sécurité routière. Il y a aussi une FAQ en ligne, un soutien personnalisé, donc c'est plus conseillé et orienté en fonction donc des questions qui seront posées. On a mis en place une série de formations, j'y reviendrai, et on organise aussi des séances d'information et événements. On participe aussi à des projets pilotes tels que la mise en place d'un plan logistique de chantier, le kitting, etc. Tout ça, en fait, ce service a été mis en place notamment pour répondre à différents objectifs repris dans différentes stratégies de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, il y a le Green Deal logistique dont Alice vous en a donné les détails. Le plan de mobilité donc, qui s'appelle Good Move, qui a pour objectif principal l'amélioration du cadre de vie des Bruxellois. Et notamment donc la fiche action des 9 qui reprend en fait l'amélioration des pratiques logistiques dans le secteur de la construction. Également la shifting economy, le plan d'action régional de sécurité routière qui a pour objectif donc 0 tué et 0 blessé grave d'ici 2030, et enfin Rénolution qui a pour objectif donc de diviser la consommation moyenne en énergie par 3 dans les logements.
Alors, au niveau des formations, donc, on a créé différents modules de formation, donc en planification, logistique, sécurité routière et circularité avec un focus sur la logistique. Des modules sont planifiés en néerlandais, mais aussi en français, et se dérouleront, donc là il y a une petite faute, mais tous chez MBIL Brussels, donc à Arlois. Donc, si vous souhaitez participer à l'une de ces formations, n'hésitez pas à envoyer un mail à mobilité ou mobilitate@nbil.be. Sinon, au niveau des webinaires, donc on a déjà réalisé différents webinaires qui sont disponibles en ligne. Donc, la présentation avec le lien sur lequel vous pouvez cliquer vous sera envoyée. Et donc, la LES qui est notre webinaire de ce jour. Enfin, on participe donc à différents types de projets de recherche ou des projets plutôt pilotes aussi en vue d'anticiper les futures réglementations régionales, notamment le plan logistique de chantier, ou ce qui est intéressant aussi pour les plus grandes entreprises, c'est une cartographie fluviale. Si vous voulez de plus amples informations ou détails, n'hésitez pas à nous contacter par mail, dont voici nos coordonnées. Je vous remercie beaucoup pour votre présence d'aujourd'hui et à tout bientôt.